Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le Carrefour Policy Institute de la Fondation Denis Eleonora Faurecia. Je suis le docteur Messoumbe Julienne Stéphanie, directrice adjointe du Carrefour Policy Institute, et j'aurai le plaisir de modérer notre discussion aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer. Je rappelle à tous les participants que la session se déroule principalement en français avec une interprétation simultanée en anglais. Donc, merci de parler distinctement et de marquer des petites pauses afin de faciliter le travail de notre interprète. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un enjeu fondamental, celui de savoir comment renforcer l'adoption ou encore ce que les anglo-saxons appellent le policy uptake des recommandations issues des travaux de recherche des think tanks et des organisations de la société civile en Afrique centrale. Malgré une capacité de recherche croissante dans la région, de nombreuses analyses et recommandations peinent encore à se traduire en décisions politiques concrètes. Aujourd'hui, notre objectif est donc d'identifier les obstacles, partager les meilleures pratiques et proposer des stratégies véritables pour améliorer l'influence des politiques publiques par la société civile. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Aimable Manirakiza, qui est le fondateur et directeur général du Centre for Development en Entreprise Great Lakes, qui est un think tank basé au Burundi. Monsieur Aimable travaille depuis plusieurs années sur les politiques économiques, la liberté d'entreprendre et l'amélioration du climat des affaires dans la région des Grands Lacs. Nous avons également avec nous le docteur Barnabé Okuda. Il est le directeur exécutif du Camerca Park, un centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales au Cameroun. Il apportera un regard pointu sur la relation entre les institutions publiques, la production de connaissances et le processus décisionnel. Et enfin, nous avons le docteur Maximilien Gombe, directrice exécutive du réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, communément appelé le REDAC. Elle est une figure majeure de la société civile régionale, engagée dans la promotion des droits humains, de la gouvernance et de la redevabilité publique. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par quelques réflexions d'ouverture. Donc, je vais inviter Monsieur Aimable Manirakiza à, en une minute, quelles seraient vos premières réflexions sur ce qu'on entend par défi liés à l'adoption des politiques publiques dans notre région? Monsieur Ouais. Manirakiza, vous avez la parole. Merci beaucoup, Julienne, pour l'invitation. Merci à toute l'équipe d'Okafu pour l'organisation de cet important atelier qui cadre avec le travail inestimable des think tanks en Afrique centrale. Alors, en revenant directement à votre question en quelques minutes, je dirais que il y a, il y a ce qu'on doit savoir au niveau de l'Afrique centrale. Le problème aujourd'hui, oui, en Afrique centrale, il y a des think tanks, il y a la société civile qui est active, qui est au front, mais le problème n'est pas seulement aujourd'hui juste la production d'études, la production des données, la production des œuvres scientifiques, mais aujourd'hui, ce qui est comme pour moi, dans ma région spécialement, c'est beaucoup plus comment mettre en œuvre, en application les différentes initiatives des chercheurs en exécution, les différentes recommandations en exécution. Voilà, grosso modo, ce que je peux souligner rapidement par rapport à cette importante question, mais tout en rappelant que, il y a tout un mécanisme au niveau du Burundi, au niveau de la région où je viens. Il y a des leviers, il y a des, plutôt, il y a des barrières qui sont là, qui sont connues,
que ce soit en termes d'autant, que ce soit en termes de mise en œuvre, ce que je venais de souligner, que ce soit en termes de confiance entre les think tanks et les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement et d'autres bénéficiaires de nos études de recherche, de nos recommandations. Il y a tout un tas de barrières qui restent à développer. Je vous remercie. Merci, merci, merci infiniment, Monsieur Manirakiza. Docteur Okuda, quelles sont vos premières impressions? Alors, merci beaucoup à Carrefour pour cette invitation de participer à cet échange aujourd'hui. Et ce que je pourrais dire d'entrée du jeu, c'est que, étant quand même déjà l'un des anciens dans ces échanges sur les think tanks en Afrique, ce débat, nous l'avons eu plusieurs fois. Et aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que les recherches, qu'elles soient intellectuelles sur les politiques publiques, ou bien alors qu'elles soient des recherches opérationnelles en matière de développement, on va dire agriculture et autres, les recherches ne sont pas faites pour être classées. Les recherches sont faites pour être traduites en action de progrès. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et ce que nous constatons malheureusement, c'est que dans la zone qui est la nôtre, la zone Afrique centrale et ailleurs, nous faisons face à un problème de déni. C'est-à-dire que les recherches sont là, elles sont menées, mais ceux qui sont amenés ou appelés à traduire les propositions faites par les think tanks en action concrète ne l'acceptent pas de cette oreille-là et c'est ça qui crée le déphasage. On pourra en dire plus dans les minutes qui suivent. Merci. Dans les discussions. Merci, merci infiniment, docteur Okuda. Docteur Maximilien Bombé, à vous la parole pour, en quelques minutes, juste vos premières impressions par rapport à ces défis-là. Merci beaucoup de m'avoir une fois encore invité. Je voudrais saluer la présence de mes chers frères copanélistes. Je salue leur engagement. Je voudrais d'abord, à l'entame, dire que qu'est-ce qu'on entend par politique publique? Parce que, il faut d'abord qu'on se dise ce que c'est que les politiques publiques. Et donc, si on pense, si on entend par politique publique les décisions, actions et programmes mis en place par les autorités publiques au niveau local et national pour assurer le bien-être collectif, la question, justement, est la suivante. Est-ce que les autorités publiques ont une volonté politique de s'approprier de tout ce que nous faisons, think tank, OSC, pour les accompagner pour le bien-être collectif? C'est en cela que, n'est-ce pas, cette question fondamentale et cruciale nous amène à constater, n'est-ce pas, sans stigmatiser qui que ce soit, qu'il y a énormément de défis. Effectivement, il y a des défis, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, aux autorités. Il y a les défis liés à notre propre situation en tant que think tank, en tant que est-ce que nous sommes fiables, est-ce que nous comprenons des enjeux, est-ce que donc c'est beaucoup de défis. Et puis il y a aussi des bénéficiaires, est-ce que nous nous rapprochons vers ces bénéficiaires pour qu'ils comprennent pourquoi nous nous battons. Je pense que c'est tous ces défis-là qu'il faudrait, sans état d'âme, regarder ensemble ici pour que nous puissions, n'est-ce pas, sortir avec des propositions concrètes et vraiment et concrètes et efficaces. Donc, je veux peut-être m'arrêter là pour le moment et je pense que tout à l'heure, on va continuer le débat. Merci. Merci, merci, merci infiniment pour ces premières réflexions. Donc, Monsieur Manirakiza, quels sont selon vous, donc de manière concrète et de manière précise, les obstacles majeurs qui entravent l'adoption des politiques publiques, malgré, je dirais, la montée en capacité de recherche ou bien de production de résultats probants des think tanks? Merci beaucoup. Je le disais tout au début que euh, il y a, que ce soit au Burundi ou bien dans notre région, le constat est que il y a quelques barrières
qui freinent l'adoption des différentes recommandations qui sont proposées par les think tanks. Notamment, je disais, l'une des premières barrières, c'est le timing, le temps. Le temps est très important en tant que think tank. Quand je dis le temps, c'est en tant que think tank, il faut comprendre réellement est-ce que c'est le bon moment pour produire cette recherche? Est-ce que il va y avoir un impact mesurable durant cette période? Dans la plupart des pays, que ce soit au Burundi, au Rwanda, au Congo et en Afrique centrale, il y a des périodes cruciales où, quand vous émettez une recommandation, il y a automatiquement une opportunité de mise en œuvre de cette recommandation qui peut être, qui peut être mise en œuvre, que ce soit par le Parlement ou bien le gouvernement. Alors, euh, comprendre l'opportunité et adapter cette opportunité en termes de temps vis-à-vis de votre recommandation, vis-à-vis de votre recherche est crucial. Alors, il faut éviter en tant que think tank, c'est ça, je pense, c'est un grand défi, ce décalage timing entre recherche et prise de décision et mise en œuvre de la décision. Deuxièmement, je pense que c'est un élément aussi qui a été souligné par d'autres, c'est, tu vois, on est au regard de l'histoire, au regard du contexte politique de notre région, il y a méfiance. Méfiance de la part des décideurs politiques par rapport au travail qui sont menés par les laboratoires des idées, les think tanks, les sociétés civiles et d'autres acteurs qui sont au front en train de produire les idées. Alors, cette confiance, l'absence de la confiance entre think tanks, gouvernement, société civile, est un grand défi aujourd'hui pour que l'adoption de certaines recommandations de la part des think tanks n'est pas effective. Et c'est vraiment une barrière que on doit relever en tant que société civile, think tank et institut de recherche. Voilà les deux éléments que je voulais souligner. Mais dans le cas du CDE, qu'est-ce qui se passe réellement? J'aimerais aller avec un exemple du CDE. Par exemple, cette problématique a été aussi observée quand on travaille en tant que think tank le CDE, surtout dans le secteur foncier où il y a une réalité qui est là. Dans ce secteur foncier, il y a plus de 80% de femmes qui travaillent dans le secteur foncier. C'est autrement dit une main-d'œuvre qui est là, qui existe, mais également la réalité que ces gens qui sont au sommet, qui sont à l'œuvre en tant qu'une main-d'œuvre pour le Burundi, pour ce secteur, il s'est avéré qu'il y a une autre réalité. Moins de 30% disposent de certificats fonciers, alors que le certificat foncier, c'était vraiment un levier très important pour ces femmes d'accéder aux services formels, d'accéder au crédit, développer des petites initiatives. Et d'autres initiatives qui peuvent aider leurs familles à stabiliser leur situation financière et d'autres atouts. Alors, le fait de comprendre, est-ce que c'est le bon moment vraiment de mettre en exergue cette problématique? C'était une problématique, un défi inestimable au CDE de comprendre la problématique en question, mais également est-ce que ce produit qu'on va produire en tant que sera consommé par le législateur, le régulateur, ou D'accord. bien aussi l'opinion OK. publique. Voilà, grosso modo. Merci beaucoup, Monsieur Manirakiza. Donc, Docteur Okuda, je me retourne vers vous parce que Oui. Monsieur Manirakiza a vraiment insisté sur le timing et la crédibilité des recherches menées par les think tanks. Il a notamment parlé du fait qu'il y a une relation de méfiance entre l'État et les think tanks. Donc, selon vous, comment est-ce que les think tanks et les autres organisations de la société civile peuvent améliorer la pertinence, la crédibilité et le timing de leurs recherches pour être dans une posture de mieux influencer les décideurs? Merci beaucoup, madame. Je pense que ce que nos frères aimables a rapporté est certes très important. Ça fait partie pour nous des préalables.
c'est-à-dire la qualité des travaux, les thématiques soulevées et le timing. Parce qu'il faut considérer en face de soi la demande. Peut-être, docteur Gombe, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces sensibilités politiques-là? Parce que lorsqu'on suit Monsieur Manirakiza, qui parle d'une relation de confiance, on sous-entend aussi qu'il y aurait des sensibilités politiques pour certaines thématiques ou d'autres. Donc, en quoi est-ce que ces sensibilités politiques-là, la réglementation ou encore les structures décisionnelles qui sont dans la plupart des cas centralisés, influencent-elles les efforts d'influence, que ce soit dans le pays ou bien dans la sous-région? Oui, je voudrais dire qu'avant que je n'y arrive à cette sensibilité, je voudrais quand même ajouter quelque chose sur les obstacles. Je voulais ajouter un petit obstacle qui n'est pas le moindre, qui est quand même la fragmentation de nos efforts aussi. Parce que oui, il y a le timing, il y a la volonté politique, mais nous-mêmes aussi, on a la fragmentation de nos efforts. Et donc, ça fait partie des obstacles qui sont quand même, parce que généralement, nous sommes dispersés, chacun est en train de faire ceci, au lieu de qu'on se concentre ensemble sur une thématique bien, en sachant très bien que il y a une opportunité, mais on n'est pas ensemble pour, n'est-ce pas, faire évoluer, alors faire le plaidoyer pour que nous arrivons, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de nos recommandations. Donc, il ne faut pas qu'on néglige cela. Je voulais ajouter cela. Maintenant, effectivement, les sensibilités politiques et les réglementations restrictives, comme vous l'avez dit vous-même, avec la centralisation du pouvoir, ont pour conséquence qu'il y a moins d'espace de débat. Ça, c'est clair. Et donc, généralement, vous allez voir, par exemple, que je prends par exemple un exemple, sur l'adoption, par exemple, de la loi portant la protection des défenseurs, vous allez voir que lorsque nous sommes en face d'un pouvoir centralisé, et avec des sensibilités politiques dans dans des contextes fragiles et qui s'en suivent avec les réglementations restrictives, tout de suite, vous avez des espaces publics de débat moins ouverts. Vous avez aussi les négociations qui deviennent difficiles si elles ne sont pas informelles. Et donc, vous avez les privilèges parce que certains, dans les pouvoirs centralisés, les décisions sont concentrées au sommet. Ils sont concentrés au sommet, ça peut être la présidence ou bien ça peut être un cabinet restreint. Donc, il y a moins de marge de manœuvre, n'est-ce pas? Et pour aller de l'avant. Et puis, le constat est clair, au niveau local, il y a un impact, n'est-ce pas, qui est limité. Donc, c'est ça qui fait à ce que qu'on peut, n'est-ce pas, dire sans se tromper que la structure centralisée modifie la stratégie d'accès privilégié et privilégie une influence plus relationnelle que procédurale. Donc, il est très difficile dans une structure centralisée, dans un pouvoir centralisé, quelles que soient les bonnes recherches, quelles que soient les bonnes recommandations, d'avoir un impact, n'est-ce pas, tout de suite, même lorsque nous sommes dans le temps, même si on a fait des recommandations avec des opportunités, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir avoir, n'est-ce pas, un impact dans le temps et un impact considérable. Mais en revanche, s'il y a une concertation entre les acteurs, je veux dire que les acteurs think tank OSC sur la problématique, bien que nous soyons, n'est-ce pas, dans une structure centralisée, il y a des petits succès qu'on peut engager parce que ça a été construit donc, on a construit quelque chose ensemble, on l'a bien défini, on n'est pas allé dans l'académie, parce que généralement aussi, il faut le dire, surtout en Afrique centrale, il faut se regarder, nous sommes trop académiques on est plus académique que plus pratique. Donc, nous devons aussi sortir de de cet obstacle-là où nos recherches sont plus académiques que plus pratiques. Lorsqu'on compare, n'est-ce pas, avec, par exemple, l'Afrique de l'Est
et un peu de l'Afrique de l'Ouest, ou alors l'Afrique anglophone, que c'est pour ne pas les citer. Donc, nous devons aussi construire nous-mêmes des, 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 des- des recommandations pratiques, des recommandations concrètes, en sortant de l'académie pure et simple, en sortant, n'est-ce pas, de notre façon de réagir, parce que nous avons quand même aussi un héritage colonial qui fait que nous sommes obligés tout le temps, avant d'arriver à des recommandations, de faire un narratif académique, de réciter, de faire des récits. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que nous travaillons, et je pense que lorsqu'on est sorti de cela et qu'on ait fait des choses assez ensemble, bien construit, bien produit, avec de lobbying formel et informel, on a eu des résultats et nous pouvons aujourd'hui partager, par exemple, l'adoption de la loi portant protection des défenseurs en RDC, au Gabon, en RCA. Donc, ce sont des bonnes pratiques, ce sont des leçons apprises et je pense que, Mhm. mais on l'a fait dans les structures centralisées où on a vu que les décisions sont quand même concentrées au niveau du sommet, mais on y est arrivé parce qu'on a construit un narratif bien ensemble, inclusif, bien ciblé. Et voilà. D'accord, d'accord. Merci, merci infiniment, docteur Gombe. Donc, docteur Okuda, je reviens vers vous vraiment pour insister beaucoup plus sur cet aspect pratique-là. Parce qu'on a parlé des challenges, on a aussi parlé de la structure décisionnelle dans certains États. Mais maintenant, de manière pratique, comment est-ce que on peut quitter de ce côté théorique et académique à ce côté vraiment pratique? Quelles stratégies pratiques peuvent renforcer cette confiance des décideurs publics envers les think tanks et la société civile, notamment dans des contextes fragiles? Parce que déjà, la relation de confiance apparaît ici comme la base dans ce processus de prise en compte des recommandations de la société civile. Donc, quelle stratégie pratique peut renforcer cette relation de confiance entre les décideurs publics, les think tanks et la société civile, notamment dans les contextes fragiles? Docteur Okuda. OK, merci. Alors, l'analyse que vous posez en parlant de contexte fragile, moi, je la pose en termes euh, de leadership. Quels sont les vecteurs des politiques en Afrique centrale? Ce que nous constatons ici, c'est que l'agenda est plus politique que lié au développement. Ça veut dire que vous posez une action, vous faites une recherche, la mise en œuvre est beaucoup plus guidée par l'agenda politique et non pas par l'agenda de développement. Donc, quelles que soient vos bonnes recherches, quels que soient les bons résultats qui sont proposés, tant que le décideur, notamment politique, ne rentre pas cela dans son agenda politique à lui, il va classer vos travaux et les mettre de côté. J'en parle parce que je fais l'expérience depuis un certain nombre d'années, étant un think tank proche du gouvernement, travaillant justement sur ces questions. Vous faites des travaux, on vous félicite, c'est beau, mais on met à côté. Tout le monde est d'accord sur la qualité des résultats, tout le monde est d'accord sur la qualité des travaux. Mais what next? Les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous prends le dernier exemple qui est d'actualité. C'est la crise au sein de la CEMAC. Ces travaux-là, nous les avons produits, nous les avons présentés au niveau du gouvernement, au niveau même de la CEMAC. Mais personne n'a voulu aller dans ce sens. Pourquoi on doit continuer à maintenir deux institutions sous-régionales, la CEMAC et la CAC, qui se font concurrence? Et du coup, il n'y a pas de ressources. Et voilà pourquoi on tombe dans la crise. Mais tout cela a été dit, ils le savent. Mais pourquoi il ne s'empresse pas de le mettre en œuvre? Donc, ces éléments-là, nous disons, oui, nous avons besoin d'une race, d'une classe de décideurs qui pensent que la pensée doit précéder l'action et non pas l'inverse. Parce qu'ici, on a plus besoin d'agir sur l'action politique sans la pensée d'analyse qui soutient cela en back-office. Donc oui, c'est qu'on doit continuer ce plaidoyer-là, à travailler, à produire des bonnes analyses. Peut-être qu'un jour, ceux qui sont chargés d'écouter et de mettre cela en œuvre
seront là et ils pourront continuer à valoriser les travaux qui sont faits, quand bien même tout ce que nous avons dit comme condition est déjà rempli. Merci. D'accord. Merci infiniment, docteur Okuda. Donc, Monsieur Manirakiza, je reviens vers vous rapidement sur les approches de communication. Parce qu'on a vu, docteur Ngombe a parlé des cas de figure où on a eu vraiment des politiques publiques qui ont été adoptées, on a vu des changements. Et on a suivi aussi le docteur Okuda avec des cas avérés où les travaux de recherche sont appréciés, mais ne sont pas implémentés. Donc, d'après vous, quelles approches de communication et de dissémination, parce que là, on est en train de parler de la dissémination de tous ces travaux de recherche qui sont produits par la société civile. Donc, quelles approches de communication et de dissémination se sont avérées les plus efficaces pour améliorer l'adoption de politiques publiques? Hmm. Alors, merci beaucoup. Alors, le- je, je me réfère par rapport à ce que le CDE fait. Souvent, quand on produit une étude, on propose des recommandations qui viennent bien sûr de différentes étapes, notamment, euh, en fait, le travail du CDE va au-delà du bureau. On fait ce qu'on appelle un think, do, tank. On quitte le bureau vers le terrain où on rencontre ceux qui répondent à la question qu'on s'est posée et puis on revient pour pouvoir mettre en œuvre notre recherche en termes à travers les chiffres, à travers le storytelling et tout comme ça. Alors, il y a deux voies les plus efficaces pour moi, d'après mon expérience. On utilise des voies, notamment, il y a la voie vers des dialogues structurés, directs avec le décideur politique. C'est lui qui doit mettre en œuvre nos recommandations. C'est lui qui va répondre directement aux attentes de notre question posée dans nos recherches. La deuxième voie, c'est la voie de communication parce que il est très difficile, comme mon aîné vient de le souligner, il est très difficile parfois de faire confiance aux décideurs politiques. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont des agendas déjà clair, précis. Si vous produisez quelque chose qui ne cadre pas avec euh, leur agenda politique, leur vision ou bien leur idéologie, souvent ça tombe à l'eau. Alors, on fait plus confiance à l'opinion publique. Alors, l'opinion publique est une autre voie très intéressante. Pourquoi? Parce que à travers les storytelling, à travers les médias, à travers les tours médiatiques, à travers les discussions dans leur coin. Là, ils développent, euh, ils en parlent dans un message très direct, très dynamique. Autrement dit, l'OCDE, ce que nous faisons, en fait, c'est quoi? C'est vraiment une répétition stratégique avec nos différentes Mhm. parties prenantes, en passant par, oui, la sensibilisation, on influence une politique publique, mais aussi on fait le suivi au niveau, comment dirais-je, au niveau exécution. Alors, concrètement, ce que je peux souligner à Nemo, l'approche communicationnelle doit tenir compte de des approche des idées politiques, mais aussi approche opinion publique pour pouvoir avoir des résultats mesurables dans tout ce que nous faisons. Parce que la communication qui est efficace, mesurable, nous croyons qu'elle doit être accompagnée par une exécution aussi, qui doit être aussi mesurable dans le temps. Sinon, on va rester dans les annonces, on va rester dans la publication, mais sans efficacité. On doit passer de la phase publication vers la mise en œuvre. Voilà. Juste pour vous relancer, Monsieur Manirakiza, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, un exemple palpable de ces différentes approches-là que vous avez certainement eu à expérimenter dans le cadre de votre travail au Burundi? Alors, merci beaucoup. Depuis ces dernières années, le CDE a mis en place un programme qui s'appelle Economy Freedom Week, qui réunit 1000 personnes au Burundi en provenance du gouvernement, des parlements, société civile, chercheurs
Banque mondiale, FMI, et tous les acteurs autour de l'écosystème pour améliorer le climat des affaires au Burundi. Et chaque année, on réunit les 1000 personnes durant 6 jours. Et à chaque journée, il y a toute une série de recommandations. Mais depuis l'existence de ce programme, qui a influencé autant de réformes, on a constaté que oui, la tenue d'un tel conférence, prendre des photos, c'est très... Les gens qui voient ça, c'est vraiment joli, tu vois. Mais qu'en était en réalité l'impact? Alors, on a changé au fil des années parce qu'on comprenait que notre travail, c'est pas un travail événementiel, c'est un travail de recherche. Mais une recherche Recherche. basée des données qui influence, qui doit influencer impérativement au moins, je dis bien au moins, une réforme, une politique publique. At the end of the day, on doit avoir une recommandation. On n'a pas besoin d'avoir 5, 6, 10 recommandations sur différentes politiques publiques, mais on essaie de se focaliser sur des choses peut-être petites, mais qui ont un impact Mhm. inestimable auprès de la population, auprès de l'opinion publique. Parce que le travail d'un think tank, c'est vraiment mesurer au niveau de l'impact de la population, auprès des entrepreneurs, auprès des femmes, auprès des jeunes. Alors, ce programme a commencé de cette façon. Aujourd'hui, ce programme parvient, aujourd'hui, au moins chaque année, on a 3 à 5 réformes qui sont mises en œuvre qui sont mises en œuvre directement, tu vois, par le gouvernement, par le Parlement, par les branches du gouvernement. C'est un exemple concret, D'accord. mais pour Mhm. avant de réunir autant de personnes, il y a tout un travail qui est réalisé avant la tenue de cette semaine de 6 jours. Ce travail est fait, est organisé comment exactement? Il y a une équipe du CDE qui est en contact avec les différents parties prenantes, notamment ceux qui ont au quotidien dans la mise en œuvre des recommandations. Ils sont là. Ce sont des officiels dans les différents ministères. Ils sont là au niveau des think tanks, ils sont dans les sociétés civiles. Ils sont au quotidien comme des entrepreneurs qui comprennent, qui comprennent à quel point telle ou autre politique a des effets positifs ou négatifs, que ce soit pour les entrepreneurs, mais également pour l'économie burundaise. Alors, il y a tout un travail qui est mené avant la tenue de cette semaine. Et pendant la semaine, on vient avec des données vérifiables, avec des storytelling, des témoignages humains qui reflètent la D'accord. réalité des gens qui ont la vécu de chaque journée. Et ça devient La très réalité du facile. terrain. Voilà. Oui. Mhm. D'accord. Merci, merci, merci infiniment pour ce partage d'expérience. Donc, docteur Maximilien Gombe, est-ce que vous pouvez essayer de nous éclairer un peu sur comment est-ce que les partenariats avec l'État, parce que lorsqu'on suit l'expérience de Monsieur Manirakiza, lorsqu'on suit l'expérience du docteur Okuda qui travaille vraiment de manière proche avec l'État, comment est-ce que les partenariats avec l'État ou encore les partenaires techniques et financiers peuvent renforcer l'influence des think tanks sans pour autant compromettre leur indépendance institutionnelle? Ça, c'est une très, très bonne question. Et comme vous le savez, généralement, les think tanks ou bien la société civile, dans les contextes fragiles, on est considéré soit comme les déstabilisateurs, soit comme des gens instrumentalisés par l'Occident. On entend tout lorsqu'on a des recommandations qu'on voudrait faire adopter pour, n'est-ce pas, pour changer, pour les pour qu'il y ait la prise en compte, pour qu'il y ait des politiques publiques. Donc, et ça, c'est une très bonne question. Alors, mais je voudrais quand même dire que il- nous devons avoir tout le temps d'influencer sans se faire instrumentaliser, de part et d'autre. Parce qu'il y a risque. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas risque. Dans un monde où les intérêts divergent, où chacun veut avoir ses privilèges et autres, il y a risque d'instrumentalisation. Donc, c'est ce que vous voulez c'est ce que vous nous avez posé comme question. Comment peut-on continuer à travailler, à influencer, à produire des recommandations, à faire du lobbying, à faire du plaidoyer et à faire auprès des partenaires
que ce soit technique, que ce soit financier, que ce soit même le partenaire institutionnel, sans que l'un ou l'autre partenaire ne puisse, n'est-ce pas, nous instrumentaliser. Et donc, et là, Tout à fait. donc, je voudrais juste dire trois ou quatre petites choses. La première chose, ça doit se construire sur la légitimité. C'est-à-dire que votre légitimité se construit sur ce que vous faites, votre clarté dans la façon de faire, votre mandat, votre mission, et ne pas être tout le temps en train de tergiverser, en train de faire chaque chose que vous rencontrez en chemin. Donc, et vous restez serein, vous restez sur ce que vous avez, vous considérez comme légitime. Il y a la crédibilité. La crédibilité, c'est l'ancrage avec les communautés, l'ancrage communautaire. Voyez-vous, tout ce que nous faisons, ça doit bénéficier aux communautés. Parce que Tout à les fait. politiques publiques ici, c'est pour améliorer les conditions de vie des communautés. C'est pour faire à ce que les communautés, n'est-ce pas, faire à ce qu'il n'y ait plus des conflits ou bien qu'il y ait la cohésion sociale. Parce que lorsque les communautés sont, leur bien-être est pris en compte, croyez-moi, les conflits sont moins visibles. Donc, il faut l'ancrage. Donc, cette crédibilité, c'est être avec les communautés. Par exemple, vous ne pouvez pas vouloir apporter, faire des recommandations sur je prends un exemple, par exemple, en RCA, sur la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, sans tenir compte des forces en présence, y compris de ce que des communautés en ont besoin. Donc, et puis donc, quand vous avez construit cela, il faut de l'expertise. Et là, j'ai bien aimé lorsque mes deux frères ont parlé de l'expertise. Il faut de l'expertise et l'expertise, ça se construit. L'expertise, c'est quelque chose qui, avec des données vérifiables, avec des faits, avec des personnalités autour. Et donc, après, quand il faut pratiquer l'équilibre stratégique, parce que à partir du moment où vous avez tous ces partenaires-là, l'équilibre stratégique, ça se tient sur les trois piliers qui sont la légitimité sociale, la crédibilité au niveau de l'ancrage communautaire et l'expertise. Mais il faut aussi avoir le relationnel en faisant en sorte que les partenaires soient là pour s'aligner sur, n'est-ce pas, nos recommandations à partir, par exemple, des engagements internationaux où ils ont obligé de respecter les engagements de politiques de stabilité qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et, et donc, c'est tout cet ensemble-là qui nécessite que qui fait que nous ne puissions pas être instrumentalisés et que les partenaires peuvent être, n'est-ce pas, nous accompagner. Avec les médias, il faut éviter la surmédiatisation de tout. Parce qu'à un moment donné, nous sommes prise entre le marteau et l'enclume parce qu'il y a la volonté politique qui ne suit pas, alors que nous voyons bien qu'il y a les besoins sur le terrain et il y a même les opportunités. Et souvent, on a l'impression qu'il faut à tout prix communiquer avec les médias pour que on soit entendu. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut pas il faut pas surmédiatiser, mais il faut faire le juste moi. Donc, prendre des positions publiques, par exemple, moi, j'aurais souhaité que le docteur, par exemple, Akouda, nous prenne une position publique par rapport à tout ce qu'il a fait comme recherche. Et aujourd'hui, nous voici dans une impasse, alors que si on l'avait écouté, mais on ne serait pas arrivé là. Donc, une position publique forte pour attirer l'attention de tous ses partenaires. Parce que là rentrent les médias et avec tous les décideurs, ça peut permettre à ce que on revoie rapidement ce qui n'a pas marché. Donc, enfin, pour terminer, euh,
il y a quelque chose qu'on oublie toujours. On parle pas beaucoup de financement lorsque nous sommes en train de discuter. Il faut qu'on en parle. Parce que on dit souvent que la personne qui vous finance a un mot à dire. Pas souvent. Pas souvent. C'est-à-dire que lorsque vous êtes crédible, vous imposez c'est vous qui voulez prendre ce que vous voulez prendre. Vous ne prenez pas tout. Et donc, Tout à fait. à ce moment-là, vous êtes crédible, vous avez une autonomie financière, mais vous ne dépendez pas de celui qui vient vous dire, moi j'ai de l'argent, faites ceci, mais c'est vous qui leur dites, je veux faire ceci, si vous voulez me donner l'argent, vous J'ai me donnez. besoin de financement. Mais il faut qu'il y ait cet argent, parce que sans ça non plus, et sans tous ces partenaires, on ne peut pas non plus évoluer, mais à condition que c'est nous qui disions ce que nous voulons, et après avoir fait notre cadre, n'est-ce pas, clair de travail, et avant d'aller vers eux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je D'accord. m'appuie. D'accord, d'accord. Merci infiniment pour cette réflexion, docteur Maximilien. Je pense que nous avons déjà commencé à avoir des questions dans le chat box. Nous sommes au moment des questions et réactions de l'audience. Je pense que les discussions étaient vraiment très enrichissantes. Je vais certainement lire la première question qui est dans le chat box et par la même occasion inviter les uns et les autres d'écrire leurs questions dans le chat box ou tout simplement utiliser la fonction lever la main pour intervenir. À Monsieur Manirakiza. Donc, Monsieur Manirakiza, quels sont les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l'impact des recherches ou des recommandations? Donc, en 1 minute 30, Monsieur Manirakiza, est-ce que vous pouvez nous dire, lister ces indicateurs de performance-là? Alors, je pense que je pense que c'est vraiment une question pour tous les laboratoires d'idées, les think tanks, les centres de recherche. C'est beaucoup plus, tout commence au niveau de la pertinence. Au niveau de la pertinence, la qualité de nos travaux de recherche. Est-ce que ces travaux de recherche répondent réellement aux besoins euh, des moments, parce qu'au niveau de chaque pays, il y a des priorités au niveau de chaque pays. La plupart des pays disposent des visions d'émergence, des visions de développement, des visions qui visent à réduire ou bien éliminer la pauvreté. Il y a ce genre de plan de développement dans chaque pays. Alors, mais également, il y a la réalité au niveau de nos communautés locales. Alors, la pertinence tient compte de tous ces aspects. Est-ce que il y a une pertinence au niveau de la recherche? Il y a l'aspect pertinence, il y a aussi aspect qualité. L'autre indicateur, je pense, c'est l'impact de nos recommandations auprès des gens qui doivent recevoir, qui doivent bénéficier de nos recommandations. Alors, il y a l'impact, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi l'impact au niveau des bénéficiaires de nos recommandations. Je le disais, tout à l'heure, il y a de l'impact quand on voit par exemple s'il y a l'entrepreneur qui a enregistré son entreprise et qu'il y avait 3 mois, ça lui prenait 3 mois pour enregistrer une nouvelle entreprise dans notre pays et que notre recommandation parvienne à faire comprendre, à convaincre le législateur que plus l'entrepreneur, euh, il y a le temps qui coûte à l'entrepreneur, il y a des frais qui coûtent à l'entrepreneur, il y a des documents qui coûtent à l'entrepreneur, et que cela parvient à convaincre le législateur à changer, en réduisant par exemple le temps, les frais, les documents, automatiquement, cela a un impact mesurable auprès de l'entrepreneur. Et aussi, c'est pas seulement au niveau de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, quand il a des facilités en termes de temps, de frais de documents, et il maîtrise les coûts, parvient à maîtriser le temps, les documents, tout qu'on sort, il y a de l'impact au niveau de sa communauté, notamment en termes de création d'emplois, en termes de création de nouveaux produits, en termes de l'innovation, en termes de l'épargne. Quand l'entrepreneur épargne, il investit directement, il innove. Donc, alors, c'est un indicateur très important lorsqu'il y a adoption de l'évidence, adoption de nos recommandations auprès de nos communautés locales. Tant que les idées de recherche, les œuvres scientifiques ne parviennent pas à répondre aux besoins de nos communautés locales, aux entrepreneurs, aux femmes, aux jeunes, à,
aux initiateurs, à l'investisseur privé qui veulent investir dans un pays donné, quand les chiffres ne montrent pas vraiment qu'il y a une augmentation en termes d'investissement direct étranger, quand il y a moins d'entreprises qui sont créées, quand il y a moins d'emplois, le taux de chômage, qu'en est-il sur le plan national? Ce sont des indicateurs qui montrent que oui, il y a eu adoption de l'évidence, il y a eu adoption des solutions marché qui ont été proposées par le think tank. Voilà ce que je peux D'accord, vraiment souligner rapidement par rapport à ces indicateurs. Je vais d'accord, bien que mes aînés peuvent souligner d'autres indicateurs, mais je me limite à ces indicateurs. Merci. d'accord. Je pense qu'on aura le temps pour un dernier tour de parole. On va prendre la question de Monsieur Roland Toubet. Euh, Monsieur Roland, vous avez votre main levée, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question rapidement. Good afternoon. Yes, good afternoon. Go ahead, we can hear you. Thank you so much, Doctor. I'm really sorry. I think I just have an observation because I thought I was going to follow and maybe it's to an extent an English lecture, but I didn't quite. Even though I could get some points. Actually, I have starting a civil society organization, the Association for Sustainable Development and the Association for Social Development and Community Impact (ASSI). I don't know how um, associations like mine or organizations like mine, how they can better role they can play, in advancing policies, be part of decision-making process, like what the Nkafu Policy Institute is doing with the Dennis and Lenora Foundation. Thank you. And of course, I was talking about the issue of the English language as well. So I think those are just some of the observations I I wanted to make. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you so much, Mr. Tube, for the question. The webinar is in French with translation, so we're hopeful that our bilingual audience be able to follow with the interpretation also, which is going on live. I think I will invite Dr. Okuda just to share one or two few reflections about your point. So, basically, Dr. Okuda, Monsieur Toubé a besoin de savoir quels sont les leviers sur lesquels une organisation comme la sienne pourrait s'appuyer pour grandir dans le domaine de l'analyse des politiques publiques. Et il prend ici l'exemple du Nkafu Policy Institute. Alors, bel exemple et belle action. Je pense que ce que nous pouvons conseiller aux jeunes frères, c'est au vu de la demande actuelle, la demande sociale en matière de politique de développement, l'une des voies aujourd'hui, c'est le développement local. Identifier les besoins à la base des communautés, comme cela a été dit. Alors, ça peut être des villages, ça peut être des communes, ça peut être des régions. Essayer de soutenir la réflexion pour organiser le développement à ce niveau. Parce que de mon expérience, peut-être l'approche top-down a été un peu difficile. C'est-à-dire partie des politiques nationales pour la base, c'est assez difficile à considérer. Mais si nous partons de l'approche bottom-up, où nous pouvons considérer les besoins de développement au niveau local et essayer de penser comment organiser les communautés en action, d'abord en réflexion et en action, pour poser des actes qui sont plus concrets et plus perceptibles. Comme cela, de manière graduelle, on peut donc partir de la base, remonter peut-être au niveau médian qui peut être la région, et comme cela, le niveau national pourra s'inspirer de ce qui est fait à la base. Voilà ce que je peux recommander à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là pour pouvoir impacter aujourd'hui de manière plus directe les populations dans son action de plaidoyer et, ou bien de do think tank, comme on dit maintenant là, pour le pays. D'accord. Merci infiniment, Docteur Okuda, pour la contribution. Donc, on va continuer avec une autre question. Celle-ci est adressée au Docteur Maximilien Gombe.
Donc, je vais la lire. Madame Gombe, merci pour votre engagement et votre courage. Dans des contextes comme le Cameroun et plus largement en Afrique centrale, mais aussi au Nigeria, où les défenseurs des droits humains font face à des pressions similaires, comment continuer à parler de vérité au pouvoir sans mettre en péril sa famille, son organisation ou sa propre sécurité? Comment trouvez-vous cet équilibre au quotidien? Donc ça, c'est une question de Bachir Bello. Merci, merci beaucoup. Ça n'allait pas, je savais que ça n'allait pas m'échapper. Je vais être très brève. Je vais être très brève. Euh, la première chose, c'est qu'il faut toujours renforcer sa crédibilité. C'est par la crédibilité, la qualité technique, les analyses solides, les données fondées sur les recommandations réalistes, hein. Voilà, donc les décideurs de développement vont vous respecter parce que lorsque chaque fois ils veulent vérifier quelque chose, ils trouvent que c'est exact, quel que soit les petits soubresauts, vous êtes respecté. Donc, il faut d'abord construire cette crédibilité-là, toujours la crédibilité. La deuxième Mhm. chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de l'agenda dicté par qui que ce soit. Il faut éviter. Il faut éviter l'agenda. Il faut être focus sur aller aider, sur aller soutenir des communautés. C'est pour cela qu'on s'est engagé. Et c'est pour cela qu'on s'engage. C'est d'abord pour les communautés, c'est pour les populations. Il faut qu'on sache, dès qu'on a cette doctrine-là, le reste vient. Mais je voudrais quand même dire que, quel que soit tout cela, le courage, le respect, tout ça là, c'est bien beau, mais il faut pas non plus négliger les risques, hein. Que ce soit ceux qui travaillent dans les think tanks, que ce soit ceux qui sont des défenseurs dans les OSC, il faut pas négliger les risques. Donc, il faut construire la confiance, mais en exigeant la sécurité. Donc, mettre en place une équipe d'analyse de contexte de sécurité régulière, c'est important. C'est important. Un plan de gestion de ces risques et une stratégie de communication adaptée. Il y a des moments où le contexte est très fragile. Vous adaptez un langage que quand c'est pas la même chose que lorsque les contextes ne sont pas fragiles, lorsqu'on est dans les grandes démocraties, on peut parler tranquillement, ou bien lorsque les contextes sont détendus. Mais en même temps, je terminais là-dessus, s'il vous plaît, Oui, une, oui, donc, oui. il faut une protection des membres exposés. Parce que vous avez des proches. Vous devez les protéger. Vous devez les protéger avec plusieurs mécanismes. Il y a les Nations Unies, il y a les commissions nationales des droits de l'homme, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et l'Union africaine. Il y a les organisations internationales qui ne font que ça, protéger des victimes, protéger ceux qui travaillent, que ce soit sur les think tanks, que ce soit sur les OSC. Il faut aller avoir n'est-ce pas, cette synergie d'action et cette connectivité avec tout ce monde-là pour être, n'est-ce pas, toujours en train de travailler jusqu'à ce qu'un moment, vous dites quand même, vous-même aussi, que bon, ça va, je peux aller écrire mes mémoires. Peut-être c'est ça qui va arriver bientôt sur moi parce que je pense que j'ai quand même assez donné. Et c'est la D'accord, génération, d'accord. et je lègue c'est ce que je peux à cette génération. Et je À compte cette sur vous. génération. D'accord. Merci infiniment, docteur Maximilien. Juste en 10 secondes, docteur Okuda, une action prioritaire que les OSC devraient entreprendre en 2026? Vraiment en 10 secondes. Une action prioritaire, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire en 2026? Une action en 10 secondes pour les ES et les think tanks, c'est de continuer à défendre la pensée. La réflexion doit précéder l'action. L'action, tout à fait, tout à fait. Merci, Monsieur Manierakiza. Une action prioritaire pour 2026. Faire appliquer les solutions locales. D'accord, d'accord. Merci infiniment. Merci à tous les panélistes pour leur Je, contribution je, je, extrêmement claire. je, je pense il est temps qu'on mette en place une coalition régionale de plaidoyer stratégique entre les think tanks et les OSC pour que nous portions D'accord, ensemble, n'est-ce pas, nos recommandations pour que ça aboutisse. Parce qu'on a en face d'accord, des gens qui sont très, très durs. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas arriver. Donc voilà, une coalition en place. d'accord. Je pense que Coalition. pour la politique,
vous devez nous mettre cette coalition régionale rapidement pour que nous soyons ensemble. Ça urge Ça, en c'est, Afrique. ça, Merci. c'est une recommandation notée en gras et soulignée. Merci infiniment, docteur Maximilien. Merci à tous les panélistes pour les contributions extrêmement claires et concrètes. Merci à notre public pour la participation active. Merci à l'équipe du Carrefour. Bien sûr, on préparera une note post-événement qui inclut justement toutes ces recommandations clés. Je suis toujours Dr. Julienne Messoumbe et j'ai eu beaucoup de plaisir à modérer cette session. Merci à tout le monde et à très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Et Merci merci beaucoup. Absolument. Très merci. bientôt. C'était très bien. Merci. D'accord. Bonne journée à tout le monde et au plaisir.